J'ai eu 132 000 parrainages, monsieur Foka. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné dans mon pays, ok? Et on a dit que je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle. J'ai 132 000 parrainages, c'est pas rien. La famille CMB, la Côte d'Ivoire en ébullition après l'annonce à candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat, candidat à sa propre succession. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris. On dit à pas 4 mandats. Écoutez la vidéo. En Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien dit sans Gbagbo, il n'y a pas élection. Ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Ici c'est Gbagbo. Konoko, je vais être candidat. Pour un 4e mandat, nous sommes des bâtards ou quoi? Tu vois que je vais sur les maudits? Quand tu as fait 4e mandat, où sont dans quel pays? Chez nous en Côte d'Ivoire là? Mais dis donc. Élection 2025. Si Ado dit que Gbagbo n'est pas candidat, il dit Tidjane Thiam n'est pas candidat, personne n'est candidat, lui seul non. Les seuls il n'aura gagné ni sans prêt. Je voulais juste les dessins de que guerre civile va débouler en Côte d'Ivoire. C'est pas Diabaro, hein. Ne prenez pas ça comme Diabaro même. Si vous voulez là, appelez ça incitation à la haine, trouble à l'ordre public. Dormez. Dormez, pensez que c'est une armée céleste. Il y a une armée qui va quitter là-bas pour vous libérer de Ouattara. Dormez. Est-ce une incapacité de préparer un successeur ou alors juste le besoin d'attachement au pouvoir? Nous allons suivre les réactions, nous allons voir lesquels qui ont réagi, quels sont les candidats qui ont été écartés et comment est-ce que la politique aujourd'hui au sein de la Côte d'Ivoire ça chauffe. Mais d'abord, je vais vous montrer le message lancé par l'évêque Monseigneur Cardinal Jean-Pierre qui disait il faut savoir partir, il faut savoir partir. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite: si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire: il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine.
faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Il y a cela 11 mois qu'il envoyait le message, c'était au sein de la cathédrale, devant le Premier ministre ivoirien et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'était pour transmettre ce message chez le président Ouattara. Malheureusement, le message a été transmis certainement, mais n'a pas été bien compris parce que le président Ouattara finalement annonce sa candidature. Alors, suivons l'annonce de cette candidature et nous allons revenir sur les candidats écartés. Qu'est-ce qui se prépare? Quels sont les dangers? Quels sont les risques de cette action? Suivons. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrais après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat
à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Après cette annonce du président Ouattara, vous avez bien vu aussi que le cardinal Jean-Pierre, il demanda à Alassane Ouattara de savoir partir. Mais il l'a pas fait, il a fait plutôt l'inverse. Et là, dans son discours, il parle de ses motivations. Quels sont ses défis? Alassane Ouattara parle des défis sécuritaires dans la sous-région. Là, il fait un clin d'œil bizarre à Ibrahim Traoré. Il s'est dit la sous-région est menacée parce que Ibrahim Traoré n'est pas dans la même idéologie que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tournée vers la France, tandis que Ibrahim Traoré est tourné vers une révolution progressiste, une nouvelle manière de voir. Donc pour Alassane Ouattara, il doit toujours être là parce qu'il y a un défi sécuritaire, parce que le Burkina Faso aujourd'hui est considéré comme l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est un aveu pour assurer les Ivoiriens que tant que je serai là, vous aurez la paix. Il y a aussi un défi économique qui est l'une des motivations qu'il vient de dire dans son discours. Le défi économique, c'est que il faut se le dire que le président Alassane Ouattara a un résultat, je dirais, à un bilan plus ou moins positif. Comparable à d'autres présidents africains, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, chez lui, il y a quand même beaucoup de changements qui sont visibles, qui touchent le public, qui touchent le peuple. Parce que d'ici 2027, vous allez voir, il y aura le métro en Côte d'Ivoire. Le métro ivoirien est presque déjà à 70% vers la fin, le tram et autres. Donc, défi économique, oui, c'est vrai, il y a des défis économiques qu'il va mener, il a besoin d'aller jusqu'au bout de ses projets, chose qui est impossible, mais on laisse entendre cela parce que ce sont ses motivations, c'est ce qu'il dit. Mais par des klaxons et slogans. Le président Ado est candidat et nous sommes fiers de lui parce qu'il a fait beaucoup de travail et les enfants aussi ont commencé à avoir du travail. Ils vont prendre leurs parents en charge. Korogo est prêt pour le président Alassane Ouattara. On ne change pas une équipe qui gagne. La bonne nouvelle a été annoncée et vraiment tout le monde est content et tout le monde est fier. Le président sait ce qu'il fait et voilà, il a surpris encore tout le monde entier. Le président a entendu notre appel et il a répondu qu'il est candidat en 2025. Il peut dormir tranquille car nous sommes des soldats et quand le général ordonne, nous ne faisons qu'exécuter. Alassane doit gagner au premier tour. La scène s'est répétée à Boundiali dans le même élan. Une mobilisation massive dans le nord du pays comme pour confirmer l'ancrage du RHD. Il y a aussi ce qu'il raconte ici et ce qui nous ramène ici, qui est l'appel du peuple. Toutefois, sachez que tous les présidents africains qui sont restés longtemps au pouvoir
parmi entre autres les raisons qu'il donne, que j'ai été appelé ou demandé par le peuple de revenir toujours au pouvoir. Donc lui ici, il vient nous dire qu'il fait le devoir d'un appel du peuple, que c'est le peuple qui a décidé qu'il revienne aux affaires. Et vu qu'il n'a pas de successeur, il n'a pas préparé un remplaçant qui est capable de conduire sa vision jusqu'à sa fin, alors il a décidé de revenir comme candidat. Il y a autre chose encore que le président Alassane Ouattara ici, il vient de noter, c'est la raison constitutionnelle, c'est-à-dire la constitution ivoirienne telle que ça a été modifié avant l'élection dernière. Ça permet aujourd'hui à Alassane Ouattara d'être encore candidat à sa propre succession. Chose que les candidats de l'opposition, quand ils disent que plutôt c'est faux, la constitution ne l'autorise pas. Et comme nous étions à 2 mois des élections présidentielles, on n'a pas le choix. On dit au président Barack Obama, vu que c'est vous qui êtes populaire, représentez-vous pour une 3e fois. Sur la base de la Constitution, aux États-Unis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ici, ça a été justifié ici. Et le président Ouattara a fait un 3e mandat. Et sur les 5 ans, il a eu le temps de préparer quelqu'un. Mais s'il n'a pas préparé quelqu'un, ce n'est pas la faute de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas la faute de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi nous considérons que le 4e mandat n'a pas lieu d'être. J'avais parié avec des amis que le président Ouattara ne serait pas candidat. Parce que rien ne peut et ne pouvait justifier une telle candidature. Et donc c'est une désagréable surprise qui m'amène à dire que le président a choisi de ne pas faire preuve de sagesse et de sortir du jeu politique par la petite porte. Il y a autre chose, c'est que dans le programme d'Alassane Ouattara, en vrai de vrai, vous allez remarquer qu'il n'a pas énuméré tout ce qu'il a réalisé pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un point intéressant. C'est un point intéressant. Généralement, en Afrique, ce que font les présidents, c'est quoi? S'il a réalisé une route, il a bâti, je sais pas, tel bâtiment, ou il a construit tel hôpital, ou autre chose, il vient, il met cela en valeur comme pour justifier sa candidature ou sa poursuite de mission. Ici, il n'a pas évoqué cela, ce qu'il a réalisé. Grâce à moi, vous avez eu ceci, ou grâce à moi, vous avez eu cela. Mais plutôt ici, c'est quand même monsieur qui a conscience que je viens jouer un rôle qui n'est pas le mien, en fait. Je suis ici pour le peuple, donc j'ai pas besoin de me vanter que j'ai réalisé ceci, cela. Il est passé direct pour dire que c'est un appel du peuple, pour dire que c'est un défi purement sécuritaire. Donc ici, Alassane Ouattara n'a pas fait figure de ce qu'il a réalisé. Mais tandis qu'il a réalisé des grandes choses. Il y a eu des changements, surtout en termes d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Ça, il y a un grand changement. Et des investissements économiques aussi, il y a quand même un grand changement. Ça se sent, ça se voit. Et même sous les médias, on le sent. Mais lui, il est parti plus sur la projection. Donc, quelque part, malgré son attachement au pouvoir, c'est quand même un monsieur qui a une bonne intention aussi de faire des choses pour son pays. Mais le danger ici qui se profile, c'est quoi? C'est que dans cette élection, il y a des candidats qui sont écartés. Et là, ça crée une ébullition, ça crée un risque de danger sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous pourrons nous retrouver encore dans la situation de 2010-2011. D'abord, en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a plein de partis politiques, il y a peut-être d'une vingtaine ou cinquantaine de partis politiques, mais il y a 6 partis politiques qui sont en premier plan. Le premier parti, c'est le parti RHDP. Parti RHDP, c'est le parti au-fautiste aujourd'hui qui a pour président Alassane Ouattara. C'est le parti au pouvoir. En deuxième, c'est le parti PDCI-RDA, qui est un parti démocratique pour la Côte d'Ivoire et Rassemblement démocratique africain, qui a pour président actuel Tidjane Thiam, âgé de 62 ans. En troisième, c'est PPACI. PPACI, c'est le Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, qui a pour président Laurent Gbagbo. Nous avons aussi FPI, le parti de Pascal Affi-N'Guessan. Il fait un premier ministre depuis les époques. Il a 70 ans d'âge actuellement. Nous avons la COJEC ou le COJEC. Voilà, c'est le COJEC parce que c'est le Congrès panafricain
de la justice et de l'égalité des peuples, qui a pour président Charles Blé Goudé. Nous avons aussi un 6e parti, c'est ADCI. ADCI, c'est aujourd'hui et demain là, Côte d'Ivoire, qui a pour président Assalé Tchemoko, qui est un maire élu député dans l'une des régions de la Côte d'Ivoire. Alors, maintenant, parmi tous ces partis, il y a des candidats qui sont écartés, comme je venais de vous le dire. Lesquels qui sont écartés et pourquoi? Candidat numéro 1, visé parce que c'est quelqu'un très puissant aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même selon les sondages. Le gars, il fait tête, il fait tomber Alassane Ouattara. C'est le monsieur qui fait peur, Tidjane Thiam. C'est le tout premier candidat qui a été écarté de la course de cette élection présidentielle 2025. Et ça, c'est pas bien avalé parce que ça crée des feux au sein de la Côte d'Ivoire. Parce que je vous rappelle ici que Tidjane Thiam, il est non seulement président de la PDCI, RDA, mais aussi il a été choisi comme candidat de la coalition CPA-ID. C'est une coalition qui regroupe plus de 25 partis de l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, ils sont très puissants. Très puissants. Cette coalition, très puissante. Malheureusement, le candidat Tidjane Thiam a été écarté des listes électorales. Pourquoi il a été écarté? Il a été écarté pour des raisons d'acquisition de la nationalité française en 1986. En 1986, il était de nationalité française. Lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, selon son propre témoignage, il avait demandé la nationalité ivoirienne. Pourquoi est-ce que, il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien. Donc il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui. Donc le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour fêter, j'ai rempli les formulaires sur ordre du président Ouattara. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, donc je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec un passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000. Après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport vert. Il n'y a pas de deal, c'était... Mais pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir le signe. J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumboudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que j'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez. Vous rigolez, vous êtes sérieux. Et qui ont des papiers ivoiriens. C'est en février 2025 qu'il renonce à sa nationalité française. Lorsqu'il renonce à cette nationalité, en avril, la justice juge que cela est trop tard. Donc, tu ne mérites pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Il est éliminé de la liste. Alors, son parti et la coalition décident autrement. Ils contestent cette décision et ils votent à 100% de voix à la tête de la liste électorale comme candidat de l'opposition choisi par la coalition. Malheureusement, Tidjane Thiam se met la justice à dos. Il est radié de la liste totalement et il y a encore des menaces, des enlèvements de certains membres de son parti et autres. Et voilà, conséquent, Tidjane Thiam se retrouve aujourd'hui en France. Il ne peut plus être en Côte d'Ivoire parce que il a la justice à dos, il a des sérieux problèmes, des menaces et autres. Il se retrouve en France, il mène toujours son combat à distance et il a décidé de porter plainte au niveau de l'ONU. Donc la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du pays, c'est que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on devait être un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au nord.
J'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche soir, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boubous que les autres, m'a injurié en djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro, parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc on a décidé de le tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès, qui ensuite le jeudi devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant ils voulaient qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Grand Laou. On l'a ramené à Abidjan. Alors, vous savez, dans la vie, on ne peut pas contrôler les événements. Mais on contrôle toujours comment on réagit. Et là, on va montrer notre supériorité, notre noblesse, c'est dans notre réaction. On va montrer qu'on est un parti de la paix. On va être civilisé, on ne va pas répondre à la provocation. Pour vous, on est dans un régime de violence en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les images ont été diffusées du pauvre Kwaku Djabia qui a été jeté dans un véhicule de force. C'est à la fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation pour la paix, créée par M. Adenauer après le drame de la Seconde Guerre mondiale, qui est financée par l'État allemand, qui nous aide dans les formations pour les élections, etc. Le petit était là, il parlait avec un vigile, un véhicule noir qui traînait là depuis 16h35 est arrivé. Vous avez vu les images? Des gens en tenue civile, en hoodie, etc., qui sont armés, ils s'approchent. J'ai le témoignage du vigile, on a fouetté son visage parce qu'il paraît que les gens le cherchent, et où ils ont dit, si tu parles en tabac, il a essayé de s'interposer. Et vous avez vu, ils ont embarqué ça, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. En plein jour à Cocody, à Abidjan. On a un peu de mal à croire en tout ça lorsque l'on sait les circonstances dans lesquelles le président Alassane Ouattara est arrivé aux affaires, il a subi les mêmes pressions. On ne sait pas où ce jeune homme est. Jusqu'à ce jour? Nous ne savons pas, nous le PDCI, on le cherche. Nos avocats ont donné une conférence avant-hier, on a utilisé ce film avec la presse internationale en disant voilà, ce n'est pas là la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on s'est rapproché des autorités pour poser la question? Bien sûr, bien sûr. La Fondation Adenauer, qui est quand même importante, a écrit au ministre de l'Intérieur, a écrit au ministre des Affaires étrangères, a écrit à l'ambassadeur d'Allemagne, a écrit à l'ambassadeur de l'Union européenne, a écrit à l'ambassadeur de France. Donc le silence de tous ces gens-là face à des enlèvements extrajudiciaires. On a enfin les images. Le petit Ousmane Chérif, ils sont allés attaquer sa maison la nuit, encagoulé. J'ai dû l'extraire, il est au Ghana aujourd'hui, protégé par mes amis. On avait des fuites, les menaces sont constantes. Mon frère Aziz a été arrêté à sa sortie avec toute l'informatique qu'on a. Après, on lui dit, il y a erreur sur la personne. Aziz Thiam, ancien ministre des Transports, arrêté. Mais Tidjane Thiam, vous êtes censé être candidat, en tout cas c'était l'ambition. Avec tout ça, qu'est-ce qui vous reste comme chance? Qu'est-ce qui vous fait encore aujourd'hui croire que vous pouvez retourner en Côte d'Ivoire et participer à cette élection présidentielle d'octobre prochain? Est-ce qu'il y a une chance, une toute petite chance, une fenêtre? Je n'abandonnerai jamais ce combat. Ceux qui me donnent du courage, ce sont tous les Ivoiriens. Vous avez vu même votre collaboratrice qui m'a vu tout à l'heure. Vraiment, cette popularité que j'ai, je ne peux pas l'expliquer. Quelquefois, il y a une relation entre un homme et son peuple qui n'est pas explicable. Les Ivoiriens m'ont donné tellement d'amour. Mettons que les Ivoiriens vous aient donné cet amour. Non, je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui me fait continuer. Mais parce en même temps, vous pouvez pas, en même temps, vous ne pouvez pas mener campagne à partir de Paris en n'étant pas candidat. J'ai eu 132 000 parrainages, M. Foka. Ça fait 3 mois que je ne suis pas retourné dans mon pays. OK? Et on a dit que je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle. J'ai 132 000 parrainages. C'est pas rien. Le RHDP a gagné l'élection. Oui, mais mener campagne de Paris, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne misez pas un peu? Je parle aux gens tous les jours. Je gère le... Il a saisi le comité de droits de l'homme de l'ONU pour contester son exclusion. Deuxième candidat, un poids lourd et un gros poisson, c'est Laurent Gbagbo. Celui-ci a été écarté. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné en 2018 en Côte d'Ivoire, bien qu'il a été acquitté par la CPI. Mais sa condamnation de 2018, lui, suit à dos et jusque-là, il est écarté. Donc, ces deux candidats qui sont écartés, c'est de gros poissons. Est-ce que le parti au pouvoir pense que ces candidats sont tellement influents qu'il faut les écarter méthodiquement? Ou alors, effectivement, c'est vrai, la Constitution ne leur permet pas, avec ce qu'ils ont comme condamnation. Pour d'autres, l'autre, c'est l'acquisition de la nationalité française. C'était hier trop tard. Mais quel est le plus grand danger dans tout ça?
les risques et les dangers que la Côte d'Ivoire est en train de courir, d'abord en interne, c'est d'abord au sein du parti du président Alassane Ouattara. Parce que sa présence, en vrai, ça empêche l'émergence d'un vrai leadership, d'un successeur au pouvoir pour pérenniser la vision d'Alassane Ouattara ou pour pérenniser la vision de la RHDP. Ça, c'est un vrai problème. Le fait qu'il est toujours candidat à sa propre succession, ça veut dire que le président Alassane Ouattara est incapable de préparer un successeur capable de mener sa vision jusqu'au bon port. Et ça, ce serait pas un impact uniquement pour le pouvoir, mais aussi pour le parti. Donc après Alassane Ouattara, le RHDP ne sera pas capable d'avoir un vrai leader qui va émerger, capable de mener aussi le pays ou de conduire la Côte d'Ivoire. C'est un vrai danger. C'est un danger d'abord interne. Tout danger pour la nation ivoirienne qui est surtout à court terme, c'est une menace de la crédibilité du processus électoral qui se prête à l'horizon. C'est qui augmente la tension entre les blocs des partis politiques. C'est presque la même situation que nous retrouvons dans certains pays d'Afrique centrale, par exemple au Congo-Brazzaville, c'est la même réalité. Au Cameroun aussi, c'est la même réalité. Et même au Gabon aussi, il y a eu même réalité. C'est presque les mêmes méthodes. Dans la zone où il y a moins d'électeurs, mais il y a plus de circonscriptions. Tout ça pour avoir plus de députés, plus de sièges au Parlement et autres. Et ça crée une forme de frustration et ça accentue encore le tribalisme. Après le tribalisme, ça crée quoi? La guerre des tribus, et vous voilà, le pays est divisé, le tribalisme va continuer à gagner dans les institutions et c'est difficile de gérer un pays comme ça. Plus grand risque à court terme et moyen et même immédiat, c'est que l'incertitude sur la sécurité du scrutin. Il y a l'incertitude, en fait. On risquera encore de revivre ce qui s'est passé en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Parce que des violences post-électorales de ces années 2010 et 2011 sont toujours présentes dans les mémoires collectives. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a eu plus de 3000 morts. À peine 14 ans, 15 ans, voilà. Il y a eu plus de 3000 morts lors de cette élection. Donc, c'est un risque que la Côte d'Ivoire est en train de courir. Autre chose, c'est qu'il y a des tensions latentes qui sont en train de se faire place. Or, nous savons tous qu'en 2023, il y a eu les mêmes tensions latentes qui ont eu lieu lors de l'élection locale et régionale dans plusieurs régions mixtes de la Côte d'Ivoire, qui a créé quelques peurs aussi. C'est ça le plus grand risque. Alors, selon vous, vous pensez que le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est qu'il a avancé comme motivation, qu'il répond au devoir de l'appel du peuple, que c'est parce que c'est pour des raisons économiques. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'autres leaders capables de maintenir la paix en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région ivoirienne? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leaders qui sont capables de mener à bien l'économie ivoirienne? Parce que je rappelle ici, Tidjane Thiam, c'est pas n'importe qui. Tidjane Thiam, c'est quelqu'un de connu. Il a été directeur de la banque au Crédit Suisse. Voilà, en France, et pendant longtemps, c'est un monsieur qui connaît beaucoup d'investisseurs partout à l'international. Il est charismatique également et autres. Bon, Laurent Gbagbo a déjà été un ancien président. Il est très connu à l'international. Don Melo, qui vient d'annoncer sa candidature, c'est quelqu'un de très cartésien aussi, qui a un leadership très incarné, très connu déjà et autres. Croyez-vous que la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment de leader actuellement capable de mener ce pays à poursuivre sa progression comme il est en train de le faire actuellement? Ou alors, c'est juste parce que Alassane Ouattara est un proxy de la France, il continue à s'accaparer du pouvoir. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je parle de Tidjane Thiam réellement, son parcours, qu'est-ce qu'il a fait et autres? Si vous êtes pour cela, dites-moi dans les commentaires, comme ça on va parler de Tidjane Thiam et voir ce qu'il a réalisé ce monsieur avant de revenir chez lui dans son pays. Ciao, la femme.